Il y a 3 jours, ma petite amie m'a remis un contrat lors de notre dîner de fiançailles qui listait son ex-petite amie comme membre permanent de la famille. J'ai donc appelé mon avocate, j'ai 33 ans, je suis ingénieur civil à Austin et je pensais connaître la femme que j'allais épouser. Il s'est avéré que je ne la connaissais pas du tout. Nous étions au Jeffreys, en centre-ville, avec les 2 familles. 12 personnes au total. Le genre d'endroit où le pain chaud arrive dans des serviettes en lin et où la lumière des bougies scintille sur les verres de vin. Tout semblait parfait. Ma mère riait, mon père parlait de construction. Nous célébrions, planifions, construisions un avenir. Du moins c'est ce que je croyais. Sloane était assise en face de moi dans cette robe émeraude que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait sur le visage une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Excitée mais aussi nerveuse, comme si elle s'apprêtait à faire une présentation. Cela aurait dû être mon premier indice. À mi-chemin du plat principal, elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un paquet glacé. Épais, professionnel, le genre de reliure que l'on voit sur des propositions d'entreprise. Elle l'a fait glisser sur la table vers moi, lentement, délibérément, avec des onglets codés par couleur et des séparateurs de sections. Le titre indiquait « Accord sur la famille de choix, une approche moderne de l'amour fusionné ». J'ai ri, vraiment ri. Je pensais que c'était une sorte de blague interne. Mais ensuite, j'ai levé les yeux. Tout le monde s'était tu, fourchette posée, conversation arrêtée. Sloane me fixait avec une expression intense et sérieuse. Sa mère, Hélène, se penchait en avant, souriante, attendant. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert le paquet. La première page était une table des matières. Section 1, membres principaux de la famille et leur rôle. Section 2, protocole d'intégration pour les vacances et les événements. Section 3, transparence financière et ressources partagées. J'ai tourné jusqu'à la section 1 et c'est là que je l'ai vu. Mason Whitfield & Shaw, listé comme partenaire principal de soutien émotionnel et conseiller créatif. Statut permanent. Présence non négociable à tous les événements majeurs de la vie, y compris, mais sans s'y limiter, les vacances, les anniversaires de mariage et les étapes importantes des futurs enfants. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, les mots n'ont pas changé. Mason, son ex-petite amie, le type qu'elle avait fréquenté pendant 4 ans avant moi, le photographe avec le chignon d'homme, qui poste des citations sur le découplage conscient. Il était listé dans notre contrat de mariage comme membre permanent de la famille. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai feuilleté d'autres pages. Il y avait des clauses sur la façon dont Mason serait invité à Thanksgiving, Noël, les fêtes d'anniversaire de nos futurs enfants, comment il aurait son mot à dire sur les décisions familiales majeures, comment il devait être consulté sur le développement de la marque familiale. Développement de marque familiale comme si nous étions une start-up, pas un mariage. Il y avait même une section sur la façon dont l'entreprise de photographie de Mason aurait les droits exclusifs pour documenter notre mariage et les moments familiaux majeurs, avec une structure de frais déjà négociée. J'ai levé les yeux. Le restaurant semblait penché. Le visage de ma mère avait pâli. Mon père fixait Sloane comme si elle avait une deuxième tête. Mais les parents de Sloane hochèrent la tête, souriaient comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Puis Sloane s'est penché en avant, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. C'est non négociable. Mason est dans ma vie depuis plus longtemps que toi. Il reste ou on arrête tout ici. Sa voix était calme, stable, répétée, comme si elle l'avait dite plusieurs fois devant un miroir. La table est devenue complètement silencieuse. J'entendais le téléphone de quelqu'un vibrer dans un sac. Le tintement des couverts d'une autre table. Tout semblait surréaliste comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. J'ai refermé le paquet, l'ai posé soigneusement à côté de mon assiette et regardé Sloane, puis ses parents, puis les miens, qui paraissaient absolument horrifiés. J'ai inspiré et dit un seul mot, compris. Puis je me suis levé et posé ma serviette sur la table et a dit « Merci pour le dîner » et je suis sorti. Je n'ai pas crié, pas argumenté, pas jeté le paquet à travers la pièce, même si une partie de moi en avait envie. Je suis juste parti, parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose avec une clarté parfaite. Quand quelqu'un vous remet un contrat sur vos futurs enfants lors d'un dîner de fiançailles, ce n'est pas un mariage qu'il planifie, c'est une fusion. Et j'étais l'acquisition. Le trajet du retour a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de revivre ce moment. La façon dont elle a fait glisser le paquet sur la table, la façon dont sa mère souriait, la façon dont Sloane a délivré cet ultimatum avec tant de confiance, comme si elle savait déjà que j'accepterais, comme si je n'avais pas le choix. Quand je suis rentré, mes mains tremblaient encore, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes juste à respirer. Enfin, je suis entré et ouvert mon ordinateur portable et ai transféré tout le paquet à mon amie Tessa. C'est une avocate d'entreprise, vive, sans fioritures. Ligne d'objet, tu vas vouloir lire ça ? Mon téléphone a commencé à vibrer. Sloane appelait. Je n'ai pas répondu.
Puis les textos ont commencé. « Où es-tu parti ? On doit en parler comme des adultes. Tu m'as humilié devant tout le monde. » J'ai posé mon téléphone face contre table. 6 minutes plus tard, Tessa a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée, comme quand elle est professionnellement furieuse. Ses mots exacts étaient « On documente tout à partir de maintenant. Ne lui réponds pas, ne t'engage pas. Ce n'est plus une relation, c'est une situation légale. » J'ai passé cette nuit à me protéger. J'ai révoqué son accès à ma carte de crédit, celle que je lui avais donnée pour les dépenses du mariage, changé les mots de passe de tout, mon appartement, le Wi-Fi, les services de streaming. Ça semblait froid, mécanique, mais j'étais en mode survie automatique. J'ai à peine dormi. Je me réveillais toutes les heures en revivant le dîner. La façon dont la voix de Sloane n'a même pas tremblé quand elle m'a donné cet ultimatum. La façon dont le nom de Mason était imprimé dans ce paquet, officiel, permanent, non négociable. Mais ça empire, tellement pire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email envoyé à 6h47 du matin par Greg, le père de Sloane, l'avocat à la retraite. Ligne d'objet, addendum au projet de contrat prénuptial. À l'intérieur, un PDF formaté professionnellement, en tête légale. Et là, dans la section 3, sous-section B, le nom de Mason à nouveau, listé comme conseiller principal pour le parrainage pour toutes les initiatives de marque familiale et les décisions philosophiques d'éducation des enfants. Initiative de marque familiale pour des enfants qui n'existaient pas encore. J'ai fixé l'écran pendant 10 minutes. Mon café a refroidi. J'ai oublié de respirer. Et puis quelque chose en moi s'est brisé. Pas de façon dramatique, de façon silencieuse. Comme un câble qui claque quand il a été sous trop de tension trop longtemps. J'ai appelé Tessa et tout ce que j'ai pu dire c'est « ce n'est plus de l'amour, c'est de la stratégie ». Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Noah, ce n'est pas du tout à propos de toi. Tu es un accessoire dans la performance de quelqu'un d'autre. Commence à traiter ça comme une dissolution d'entreprise parce que c'est ce que c'est. » Sloane a commencé à faire exploser mon téléphone. Des dizaines de messages, le ton changeait à chaque fois. D'abord apologétique, « Bébé, je suis désolé. Je n'aurais pas dû introduire ça comme ça. » Puis confuse. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si froid. C'est pour la croissance ?» Puis accusatrice. « Tu es contrôlant, tu es régressif. Tu ne peux pas gérer une relation moderne. » Sa mère a posté quelque chose sur son blog cet après-midi-là. 3 amis différents m'ont envoyé des captures d'écran. Le post s'intitulait « Quand votre partenaire craint votre liberté ». Elle n'a pas utilisé mon nom, mais a décrit la situation avec assez de détails pour que quiconque nous connaissant sache. Elle écrivait sur la façon dont certaines personnes sont piégées dans des modèles relationnels conventionnels, comment elles se sentent menacées par l'évolution émotionnelle, comment elles confondent possessivité et amour. Je l'ai lu 2 fois, puis fermé mon ordinateur. Je n'ai répondu à rien, ni aux textos, ni aux appels, ni aux posts de blog. Je revenais sans cesse à ce moment où Sloane m'a regardé dans les yeux et a dit « Mason reste ou on arrête ». Qui fait ça? Qui donne un ultimatum comme ça à son partenaire lors d'un dîner de fiançailles devant les 2 familles avec un contrat imprimé? Quelqu'un qui ne vous a jamais vu comme un partenaire. Voilà qui. Puis Tessa a commencé à creuser et ce que nous avons trouvé a tout changé. Elle a sorti des dossiers, des contrats, des documents financiers, parce que c'est ce que font les bons avocats. Ils trouvent de la piste papier, et la piste papier racontait une histoire pour laquelle je n'étais pas préparé. Hélène, la mère de Sloane, la thérapeute de mariage avec le blog sur les relations évoluées, était la seule signataire de chaque contrat de fournisseur pour le mariage. Pas Sloane, pas moi. Hélène, chaque contrat, le lieu, la restauration, le fleuriste, les musiciens, tout, valeur totale supérieure à 145 000 $. Et rien n'était à mon nom. Tessa a dit que c'était la chose la plus étrange qu'elle ait jamais vue. C'est comme s'il planifiait un événement d'entreprise. Pas un mariage, tu n'es pas le client, tu es le talent. Mais attendez, ça s'améliore. L'entreprise de photographie de Mason avait déjà été payée 8 500 $ pour quelque chose appelé direction créative et conseil en marque visuelle pour l'expérience de mariage Whitaker-Marshall. La facture datait de 3 semaines avant que Sloane et moi soyons fiancés. 3 semaines avant. Laissez ça pénétrer. Les mots exacts de Tessa quand elle a trouvé ça, « Il planifiant ça avant même que tu proposes ». La bonne nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est que j'avais 0 responsabilité légale pour tout ça. Chaque contrat était lié à Hélène. Si le mariage était annulé, je ne devais rien à personne. Mais ensuite, il y avait la situation de la carte de crédit. Souvenez-vous que j'avais donné à Sloane l'accès à ma carte pour les dépenses du mariage. Nous avions un accord écrit. Achat lié au mariage seulement. Tessa m'a fait sortir les relevés complets remontant à 6 mois, plus de 6 000 $ en charge, qui n'avaient rien à voir avec le mariage. Week-end spa à Fredericksburg, location de robes de designer pour des événements auxquels je n'étais pas invité. Un dîner de consultation créative dans un steakhouse. 480 $ pour Sloane, Mason et Hélène, facturés sur ma carte. Et puis il y avait cette charge,
session studio pour tableau d'humeur de mariage, $1 000 à l'entreprise de Mason pour un tableau d'humeur pour notre mariage qu'il était déjà payé pour photographier. J'ai appelé la banque et contesté chaque charge qui violait notre accord. La représentante a dit qu'elle avait vu beaucoup de cas d'abus financiers liés au mariage. Cette phrase m'est restée. Abus financiers. La banque a gelé la carte en attendant l'enquête. Dans l'heure, mon téléphone a commencé à sonner. Sloan encore et encore. Les textos arrivaient vite et furieux. Qu'as-tu fait? La carte ne marche pas. Tu es vindicatif. C'est du contrôle financier. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré tout à Tessa. Mais voilà où l'histoire prend un virage dans le territoire absolument dément. 2 jours après que j'ai contesté les charges, j'étais au travail dans une réunion sur mon plus gros projet de l'année. Mon téléphone vibre. Email des RH. Ligne d'objet. Demande de réunion privée. Les RH ne vous envoient jamais d'email sauf si quelque chose va mal. J'ai appelé la directrice des RH, Patricia. Elle semblait mal à l'aise. Noah, nous avons reçu un email anonyme ce matin. Il soulève des préoccupations sur votre stabilité émotionnelle et votre jugement professionnel. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé à la poitrine. Quelqu'un avait envoyé un email à mon employeur en remettant en question ma stabilité parce que j'étais sorti d'un dîner où ma petite amie avait essayé de m'obliger contractuellement à maintenir une relation avec son ex-petite amie. L'email prétendait que j'étais devenu erratique, contrôlant, que j'avais humilié publiquement ma partenaire, que je pourrais être en train de vivre une dépression qui pourrait affecter mon travail. Mon ami Miguel travaille en informatique. Je l'ai appelé et lui ai demandé s'il pouvait tracer d'où venait un email. 20 minutes plus tard, il m'a rappelé. Noah. L'adresse IP remonte à un cabinet de thérapie à Westlake Hills. J'ai vérifié. Le cabinet de thérapie d'Hélène, la mère de Sloan, la thérapeute de mariage, la femme qui écrit un blog sur les relations évoluées et la maturité émotionnelle, avait envoyé un email anonyme à mon employeur en essayant de nuire à ma carrière parce que je n'acceptais pas d'inclure l'ex-petite amie de sa fille dans notre mariage. Je suis resté assis dans mon bureau à fixer l'horizon d'Austin et quelque chose s'est cristallisé. Ce n'était pas à propos d'amour, ce n'était pas à propos de modèles relationnels progressistes, c'était de la guerre. J'ai documenté tout, capture d'écran, horodatage, adresse IP, la chronologie complète. Patricia a été horrifiée quand je lui ai montré. Elle a dit que ce genre de représailles était pris très au sérieux. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. La plainte a été rejetée en totalité. Nous avons noté dans votre dossier que c'était une tentative de harcèlement ciblé d'une partie extérieure. Et Noah, la façon dont vous avez géré ça avec documentation et professionnalisme, ça vous honore. Elle m'a même félicité d'avoir empêché mon cauchemar personnel d'affecter mon travail, d'avoir eu la clarté de tout documenter, de ne pas avoir riposté. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Rachel m'a contacté. Je ne connaissais pas bien Rachel. C'était la colocataire de Sloan à l'université. Elles étaient restées proches. Nous nous étions rencontrés peut-être 5 fois. Elle m'a envoyé un message direct sur Instagram. « Noah, on doit parler. J'ai quelque chose que tu dois voir. Nous nous sommes rencontrés dans un café à South Congress. » Elle semblait nerveuse, jetait sans cesse des regards autour comme si elle pensait que quelqu'un pourrait nous voir. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Il était ouvert sur un fil de discussion entre Sloan, Hélène et Mason de la semaine avant notre dîner de fiançailles. J'ai commencé à lire et mon sang s'est glacé. Hélène disait « Il faut encadrer ça soigneusement. Si Noah réagit mal, on doit le faire passer pour le régressif. » Sloan demandait « Et s'il part juste ?» Mason répondait « Alors on a notre récit. Le partenaire contrôlant qui ne pouvait pas gérer l'amour évolué. » Hélène approuvait. Exactement. C'est pourquoi le cadre public est important. Des témoins. Il y avait plus de messages, des dizaines, planifiant l'arrangement des sièges, discutant de la façon dont Sloan devrait délivrer l'ultimatum. Quels mots utiliser, comment me positionner comme le problème si je disais non. Ils avaient littéralement scénarisé tout le dîner, anticipé ma réaction, prévu de me faire passer pour contrôlant et régressif. Si je restais et acceptais, j'étais leur histoire de succès. Le type traditionnel qui apprend à évoluer. Si je partais, j'étais leur compte de mise en garde. Le partenaire insécure qui ne pouvait pas gérer l'amour moderne. Dans tous les cas, j'étais le contenu, pas la personne. Rachel me regardait lire. Quand j'ai levé les yeux, elle a dit « Je ne pouvais plus me taire ». Ce n'est pas à propos de relations progressistes, c'est à propos de contrôle et tu mérites de connaître la vérité. Je lui ai demandé pourquoi elle me montrait ça. Elle a inspiré, parce que Sloan est mon amie, ou elle l'était. Mais ce n'est pas de l'amitié. C'est de la performance, et j'en ai marre d'être dans le public. J'ai pris des captures d'écran de tout et les ai envoyées à Tessa. Sa réponse a été immédiate. Parfait. C'est de la préméditation. C'est une preuve de manipulation émotionnelle intentionnelle et de fraude potentielle. Garde ça sous scellé jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Rachel m'a raconté plus sur la façon dont Hélène avait coaché Sloan pendant des mois.
sur la façon dont Mason était positionné comme l'ex éclairé qui prouvait la capacité de Sloane pour l'amour évolué, sur la façon dont tout ça était censé être du contenu pour le blog d'Hélène et la présence croissante de Sloane sur les réseaux sociaux. Et puis Rachel a dit quelque chose qui a fait cliquer tout en place. Noah, tu n'as jamais été son fiancé. Tu étais son public cible, le type stable et traditionnel qui pouvait être réformé. C'était ton rôle. J'ai rentré chez moi en silence. Je me suis garé dans mon allée et suis resté assis là. Je n'avais plus le cœur brisé. J'étais clair. La clarté est différente du cœur brisé. Le cœur brisé est lourd, la clarté est froide, tranchante et précise. Le développement suivant est arrivé 3 semaines plus tard. Un email d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Ligne d'objet, avis d'intention de poursuivre. La famille Whittaker, par l'intermédiaire de leur avocat, menaçait de me poursuivre pour ce qu'ils appelaient humiliation publique, détresse émotionnelle et rupture de contrat émotionnel. Rupture de contrat émotionnel. Apparemment, ils croyaient qu'en assistant au dîner de fiançailles, j'avais conclu un accord implicite pour considérer leur proposition de bonne foi. Et en partant, j'avais rompu cet accord, causant un préjudice émotionnel à Sloane et un dommage à la réputation de la famille. Ils exigeaient des excuses publiques et 25 000 $ de dommages et intérêts. Je l'ai transféré à Tessa. Elle m'a rappelé en riant, vraiment en riant. « Noah, laisse-les essayer, laisse-les déposer. S'il te plaît, laisse-les mettre ça devant un juge. » Elle a expliqué que ce qu'ils essayaient de faire était de l'intimidation, un procès bâillon conçu pour faire taire et intimider. Mais le Texas a de fortes lois anti-bâillon et nous avions de la documentation beaucoup. Tessa a rédigé une réponse. C'était beau, froid, précis, professionnel. Un cesse et désiste avec un avertissement anti-bâillon en contre et joint un calendrier chronologique complet. L'accord sur la famille de choix, l'addendum au contrat prénuptial listant Mason comme conseiller pour le parrainage, les messages textes prouvant qu'ils avaient planifié l'embuscade au dîner, les relevés de cartes de crédit montrant l'usage financier abusif, la facture montrant que l'entreprise de Mason avait été payée avant même nos fiançailles, la trace IP montrant qu'Hélène avait envoyé l'email à mon département RH. Et en bas, une note, toute action légale supplémentaire entraînera une contre-poursuite pour harcèlement, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous nous réjouissons de l'opportunité de présenter ces preuves en audience publique. La menace de procès a disparu. Pas de réponse, pas de suivi, juste le silence. Mais Greg n'avait pas fini. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de lui directement. Ligne d'objet, proposition de résolution médiatisée, il suggérait ce qu'il appelait une réunion familiale neutre. Les 2 familles, un médiateur pour résoudre ce malentendu. Tessa a dit « Vas-y, terminons ça officiellement. Emmène-moi, documente tout et ferme la porte définitivement. » La médiation s'est tenue dans un centre communautaire en centre-ville. Les 2 familles sont venues, mes parents, les parents de Sloane et Tessa. Le médiateur a ouvert en parlant de comment les conflits familiaux nécessitent de la compassion et une communication ouverte. Puis il a invité Sloane à partager sa perspective. Elle a inspiré et a délivré ce que je ne peux décrire que comme une performance. Elle a parlé de comment elle essayait de modéliser un nouveau type de relation. Comment elle avait été assez courageuse pour défier les structures traditionnelles, comment elle m'avait offert l'opportunité de faire partie de quelque chose de progressiste et beau, et comment j'avais répondu avec cruauté. Elle a dit le mot cruauté avec des larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle était prête à compromettre. Mason pouvait se retirer de certaines vacances familiales, mais il devait conserver ce qu'elle appelait l'autorité créative sur son image publique, parce que leur travail ensemble sur la marque familiale était important, significatif, et elle ne pouvait pas abandonner ça. Puis c'était mon tour. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste fait un signe de tête à Tessa. Elle a ouvert son ordinateur portable, l'a connecté au projecteur dans la pièce et a affiché une présentation. Diapositive 1, les messages textes de Rachel planifiant l'embuscade, discutant de comment me faire passer pour régressif si je refusais. Nous les avons laissés lire. Le visage du médiateur a changé, Sloane a pâli. Diapositive 2. La facture de l'entreprise de Mason datait de 3 semaines avant nos fiançailles, prouvant qu'il planifiait ça avant même que je propose. La mâchoire de Greg s'est crispée. Diapositive 3, les relevés de cartes de crédit mettant en évidence les charges qui violaient notre accord écrit. Le tableau d'humeur à 1100 $, le dîner à 480 $ avec Mason. Sloane a baissé les yeux sur ses mains. Diapositive 4. L'addendum au contrat prénuptial, listant Mason comme conseiller pour le parrainage pour les initiatives de marque familiale et les décisions d'éducation des enfants pour des enfants qui n'existaient pas. Le médiateur s'est réellement penché en arrière dans son fauteuil. Diapositive 5, la trace IP, montrant que l'email anonyme à mon département RH provenait du cabinet de thérapie d'Hélène. Le visage d'Hélène est devenu rouge. Elle a commencé à parler, mais aucun son n'est sorti. Et puis Tessa a parlé très calmement, très posément.
Tout ce que vous voyez est documenté, horodaté, vérifié. Ce n'était pas une relation, c'était une tentative coordonnée pour manipuler M. Marshall dans un arrangement commercial déguisé en mariage. Et quand il a refusé, vous avez tenté de nuire à sa réputation et à sa carrière. La pièce était morte de silence. On entendait la climatisation. Greg a enfin parlé. Sa voix tremblait. La famille Whittaker ne tolérera pas la diffamation. Tessa s'est penchée en avant et l'a regardé droit dans les yeux. La diffamation nécessite du mensonge. Nous avons des reçus. Greg n'a pas répondu. Hélène a commencé à pleurer. Pas des pleurs tristes, des pleurs paniquées. Elle a commencé à parler de comment ils voulaient juste créer un nouveau modèle pour l'amour moderne. Comment ils essayaient de montrer au monde que les familles pouvaient être choisies, élargies. Comment c'était tout un malentendu. Comment je détruisais quelque chose de beau parce que j'étais menacé. Le médiateur l'a arrêté gentiment mais fermement. « Madame, ce n'est pas un malentendu, c'est un schéma documenté de manipulation. Je vous conseille fortement à votre famille de chercher un conseil juridique séparé. La réunion s'est terminée. Pas de résolution, pas d'excuses, les deux familles sont juste parties. Mais quelques jours plus tard, Rachel m'a contacté à nouveau. « Noah, j'ai trouvé autre chose. Tu dois voir ça. Nous nous sommes rencontrés au même café. » Elle a apporté son ordinateur portable cette fois. A ouvert un dossier, c'était un deck de présentation. Conçu professionnellement, 32 diapositives. Le titre, « La marque famille moderne, transformer l'amour en héritage ». J'ai commencé à lire et tout a pris sens. C'était un plan d'affaires complet pour monétiser une relation, ma relation. Diapositive 3, public cible. Hommes, milléniaux, professionnels, revenus stables, valeurs traditionnelles, ouverts à la croissance. C'était moi. Il m'avait identifié comme un démographique. Diapositive 7, flux de revenus, contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, retraite relationnelle de week-end, engagement de conférences, un contrat de livre sur les relations évoluées, revenus projetés sur 5 ans, 750 000 $. Diapositive 12, l'arc narratif, partenaire traditionnel apprend à embrasser l'amour progressiste. Documentation visuelle de la croissance émotionnelle, Mason comme le guide éclairé, Hélène comme l'autorité thérapeutique, Sloan comme le pont entre les anciens et nouveaux modèles. Diapositive 18, stratégie marketing, post de blog, interview de podcast, une série YouTube, style documentaire. J'allais être un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon mariage était l'intrigue. Diapositive 24, atténuation des risques. Si le partenaire résiste, le faire passer pour émotionnellement régressif. Utiliser un cadre public pour établir la crédibilité des témoins. Documenter toutes les interactions pour un usage potentiel de contenu. Ils avaient prévu ma résistance, l'avaient intégré au modèle. Si j'acceptais, j'étais l'histoire de succès. Si je refusais, j'étais le conte de mise en garde. Dans tous les cas, j'étais du contenu. Rachel me regardait. Elle semblait malade. J'ai trouvé ça sur l'ordinateur de Mason. Il l'a laissé ouvert quand il est parti chercher du café. « Noah, ça fait presque 1 an que c'est en préparation, depuis avant que tu proposes. » Je me suis adossé et fixé le plafond et ai commencé à rire. Pas un rire joyeux, le genre de rire que l'on fait quand quelque chose est si absurde qu'on ne peut pas le traiter autrement. Toute ma relation, la demande en mariage, les fiançailles, la planification du mariage, tout ça avait été une stratégie d'affaires. J'ai envoyé tout à Tessa, sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Ça change tout. Tu as 2 options ? On rend public. Option nucléaire. On expose ça, on crée un scandale, on détruit leur crédibilité définitivement, ou on reste discret, on les laisse s'effondrer sous leurs propres contradictions, on utilise ça comme levier pour un règlement propre, et on s'en va. J'y ai réfléchi longtemps. L'option nucléaire était tentante. Dieu, elle était tentante, mais j'ai dit à Tessa, je ne veux pas de vengeance, je veux la paix. Réglons ça discrètement et laissons la vérité les ronger de l'intérieur. La médiation finale a été brutale. 3 heures dans une salle de conférence stérile. Les 2 familles, 2 avocats, Greg a essayé de me peindre comme instable, quelqu'un qui ne pouvait pas gérer les concepts d'amour évolués. Hélène n'arrêtait pas de se référer à Mason comme infrastructure familiale. Mais quand Tessa a présenté le deck de présentation d'affaires, la pièce est devenue morte de silence. On pouvait voir Greg réaliser que sa fille avait prévu de monétiser son mariage. Hélène a arrêté de parler d'évolution émotionnelle et a commencé à parler de malentendus. Le règlement a pris 2 semaines à finaliser. Les termes étaient simples. J'ai abandonné ma contestation de carte de crédit sur 2 petites charges. Pas la peine de se battre pour ça. En échange, Hélène et Greg ont accepté la pleine responsabilité financière pour tous les contrats de mariage. 145 000 $. Clause de non-dénigrement contraignante, Sloan a signé un accord de non-contact, Mason a signé un cesse et desiste l'empêchant d'utiliser mon nom, mon image ou toute référence à notre situation dans son entreprise. Tout scellé, discret, irréversible. Sloan a essayé de se rebrand en coach relationnel sur Instagram, a perdu la plupart de ses sponsors.
Son contrat de livre est tombé à l'eau. Hélène a fermé son blog après que son conseil professionnel d'éthique ait reçu des plaintes. Greg s'est tu. L'entreprise de Mason a pris un coup, mais il se reconstruit à Denver. Quant à moi, la vie est devenue calme. Mon projet de logement a gagné une subvention d'innovation urbaine d'Austin. J'ai acheté une petite maison, planté des chênes dans le jardin, recommencé à dormir toute la nuit. J'ai rencontré quelqu'un, Harper, une architecte environnementale. Nous avons parlé de drainage des eaux pluviales autour d'un café. Pas de drame, pas de performance, juste deux personnes qui comprennent que de bonnes fondations comptent plus que des extérieurs flashy. Un an après ce dîner de fiançailles, j'ai assisté à l'inauguration d'un nouveau terrain de jeu communautaire que j'ai aidé à concevoir. Les enfants couraient et riaient, mon téléphone a vibré. Email de la banque, affaire close, aucun impact sur la cote de crédit. J'ai expiré, continué à travailler, un journaliste a demandé si je voulais être sur la photo pour le journal. J'ai souri et dit « Non merci, je suis bien derrière la caméra cette fois, la chose la plus précieuse que Tessa m'ait dite, c'est ça. Ne négocie jamais avec quelqu'un qui ne respecte pas ton droit de dire non. Cette sagesse a tout changé. À quiconque traverse quelque chose de similaire, faites confiance à vos instincts. Si quelqu'un vous demande d'accepter des termes inacceptables, il vous dit exactement qui il est. Croyez-le la première fois. Je ne performe plus, je vis juste, et c'est tout. Hey Valor, what up, go? Courtney, how we do? I'm okay. Austin, fuck that thing and stay home. Sorry. 100D! Hunter D, the 100D! second X46. Well, yeah, at the end of the day, Maho. at the end of the day, the United States provides better opportunities and stuff like that, but we all have to understand, though, at what cost. And most people that don't understand that believe in that the blue way is the right way, but ultimately they're just, don't have enough knowledge as to why and what's going on. It's not that a lot of policies from the blue side are wrong, though. Down there, bro. It's just that common sense just doesn't seem to get the whole distance to everybody, or not common sense, but like information, I should say, doesn't get to the whole, like, it just sucks, you know? No one realizes the fallout. Someone blew something up. They're killing Americans indirectly. And there's a lot of crime that comes with, if that's what you're talking about, there's a lot of crime that comes with people coming in, again, like I talked to Teggy, but minus the crime thing, that's not the big deal. We're talking about like hitting your home. Like, yeah, someone can hurt you, but like, it's the taxes. It's where do they go? It's all of that. Like, we already have a homeless problem, you know? That's the crime rate's gonna spike, but taxes are gonna be shitty, man. You got that. Teggy, you live in where do you live at again, Teggy? You're in Virginia. Virginia? Virginia's red though, right? No. I'm pretty sure Virginia is red. No, not even Let me close. see. Really? We used to be a swing state, and then we Yeah, turned yeah. into Am I out of my mind? We were Really? a swing state. We were a Wow. swing state. And Virginia. like we stopped in like I 2014 always or thought. something. I always thought like, wow. Okay. Like Let me I see. mean, people consider us a swing state, but we've recently been turning more blue than anything. Yeah. Let me see. I'm gonna look. Like if you look at a map over the years. Yeah, you're right, man. I think so. God damn. Wow. So. But we have a lot of country here, and country people, I don't know, they vote for red a lot. Right, but there's not a lot of country people. There's more people in the city jam-packed in the same spot, so they all outnumber a lot of country people, but the country's just wide open with lesser people, technically. They outnumber them. That's why Texas is so bad, man. Texas is getting over-encumbered with city people, and all they want to do is free, and it's already running Texas down to the ground. But nobody sees that Did you live yet. in Texas? Yeah, I did. I moved out because it was so back bad. to Warzone, bro. This server sucks. I know. Don't know job, he sucked. If we put me one What's of wrong? those, No, and he come on. I'd put 100K if you load up it right now. Hey, yo. You better drop it. Why is Austin in this conversation? No one was talking to him. Is Nut red or blue? Same thing's happened in Louisiana. Ooh. I don't know anything about my Louisiana, neighbor but was Texas like- is bad, My neighbor bro. was in like the military, and he's
Tyler, if you votes skip for over blue. my long ass fucking No one's message and my skipping over argument- you. Oh my god, Yeah, ain't no haven't- way you're pressing me Nobody- right now. This is an AB conversation, Oh bro. See my yourself out, God. God, That man. was cringy as fuck. Can I get 5 on Teggy for Over being 20 an Republican absolute- You United want States 5? I have got you. Don't voted. worry, I got you. Hey, Bro, if I oh my drill God. Austin, It's if I Democrat or state. can I put Austin in the arena for 30K? Deal. Got you. It's the opposite. So it says here that Democrat states. All right, well, Teggy, let me ask you this though, and I'm not trying to target you, Teggy. Your views are just as accurate as the next, man. I love this kind of stuff because it's intriguing, you know. But Teggy, question for you: would you prefer? Oh my God! Oh my God! Just Austin! Voice with $15. Hello Voice. I love that guy, bro. I love Teggy, This dude. is an AB conversation. See your way out of it. He saw your ass in the Cringy ass. arena, Austin, didn't he? Cringy ass mother. Teggy, let's go, bro. All right, Teggy, question for you, man. Would you prefer higher income taxes or lower income taxes? I don't As know how in- to work. Well, as in, whenever you have a job one day, do you want more of your taxes to go to community stuff, or do you want to choose where your money goes on a personal scale? Probably choose where it goes. Choose where it goes? Okay. And how do you feel about drugs? Do you think drugs should be legal?